On va tout de suite accueillir maintenant à mes côtés Vincent Coquebert. Bonjour Vincent Coquebert, vous êtes en plein dans l'actualité en ce moment, c'est difficile d'échapper à vos interviews dans les médias puisque vous venez de publier vous aussi un ouvrage. Alors qu'il s'agisse de celui-ci, c'est Unique au monde, de l'invention de soi à la fin de l'autre. On est un peu dans la suite de Éric Sadin, ou du précédent, La civilisation du cocon pour en finir avec la tentation du repli sur soi. Vous êtes devenu le chroniqueur de ce que vous appelez l'ère de l'égocène. Ensuite, Hélène Duval et Noémie Fontaine. Bonjour. Oui, voilà, on va vous installer ici. Vous êtes toutes deux chargées d'accueil au sein de l'association La Métropole aidante, une initiative pilote en France pour redonner du temps aux proches aidants. Il existe donc des personnes, on l'a vu, elles sont nombreuses, vous les croisez tous les jours, qui font un peu mentir la tendance que vous allez nous décrire, mais qui existe, celle que vous avez décrite, Vincent Coquebert, dans vos ouvrages. Donc on commence par vous. On va parler de ce repli sur soi. À quand remonte, selon vous, l'inflexion que vous observez du repli sur soi? Alors déjà, bonjour à tous. On m'entend bien, c'est bon? Ouais. Oui, bien. Alors effectivement, je vais peut-être juste redonner des consignes d'avoir ce micro. Il est un peu faible, il faut être vraiment très proche. Plus proche de la... Très bien. Alors ce que je vais dire, on va faire un petit peu écho à ce qu'a dit Éric Sadin, mais moi je n'ai pas forcément l'angle philosophique comme lui. Donc pour répondre à cette question, moi ce que j'ai appelé en fait la civilisation du cocon, c'est une période historique où l'être humain n'est plus vraiment dans la conquête on va dire, de l'extérieur, mais est dans une quête plutôt de protection, de sécurité et de bien-être. Et qui s'est traduit par un repli qui est à la fois physique, territorial, idéologique et affectif. Et moi, je le situe en fait également dans les années 80, mais à travers en fait un air du temps. Évidemment, il y a eu les premiers plans de licenciement, et ça a en fait touché en premier lieu évidemment les classes populaires. Et on a pu observer en fait dans les années 80. Il y avait un ouvrage de Jean-Claude Kaufmann qui s'appelait La chaleur du foyer, qui l'observait déjà bien à l'époque. Comment en fait d'abord les classes populaires se sont en fait complètement repliées sur le foyer. Donc ça a été vraiment le début un petit peu du rêve du petit pavillon de banlieue. Ça a été aussi le début du jardinage, de la décoration, ce qu'on a appelé en fait après dans les années 90 ce fantasme du cocooning, où d'un seul coup, c'était en fait chez soi, c'était dans son salon qu'on allait pouvoir se restaurer, qu'on allait avoir cette petite bulle de confort. Sauf qu'évidemment, dans les années 90, quelque part, on ne pouvait pas encore faire venir le monde à nous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à travers la numérisation, ce fantasme-là de repli, de protection et de confort a pu tout à fait se réaliser, et on a pu domicilier le monde. On a pu commencer en fait à faire venir entièrement le monde à nous. On a commencé à domicilier la culture, on a commencé à domicilier la consommation. Aujourd'hui, on domicilie le travail, les relations sociales. D'une certaine manière, on peut même dire qu'on a domicilié la danse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, les boîtes de nuit aujourd'hui sont totalement vides. Il y a plus de la moitié, même quasiment les 2/3 qui ont fermé en une vingtaine d'années. Mais on danse devant sa webcam et on le diffuse sur TikTok. Donc en fait, c'est simplement voilà, pour montrer un petit peu toute cette mécanique en fait on va dire de faire venir totalement le monde à nous. Et il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, qui est très, à mon avis, très, très saisissant, c'est quand en 80 ans, en fait, c'est même notre monde physique. On parle de mondialisation, mais notre monde physique, c'est complètement, en fait, aussi, lui, replié et réduit. Il y a une expérience très intéressante d'un psychologue qui s'appelle William Bird, en fait, qui s'est amusé à regarder sur 4 générations jusqu'où pouvait évoluer le petit garçon ou la petite fille quand elle avait 10 ans. Il constatait, en fait, on est en 2007 quand il fait cette étude-là, qui est quasiment d'étude anthropologique, il constatait que le petit garçon qui avait 10 ans avait le droit d'évoluer à 100 mètres autour de la maison. Il regardait ensuite 4 générations avant, donc son arrière-arrière-arrière-grand-père, lui dans les années 20, il avait le droit, lui, d'aller à 10 km autour de la maison. Donc en fait, une sorte de réduction du monde qui va tout en même temps à c'était aussi pareil, il y a des chiffres assez intéressants qui viennent de la sécurité routière. Par exemple, en 1979, il y avait 80% des élèves de CM2 qui allaient eux-mêmes
à l'école à pied. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est à peine 20% qui y va seul, alors qu'on a plutôt et c'est une impression qui est vraie, on est plutôt dans une ère de la sécurisation, où on a où finalement le monde est un peu moins dangereux, même s'il paraît de plus en plus incertain. Donc voilà, c'est la généalogie pour moi de cette phase de repli qui est d'abord partie du bas, qui a d'abord été en fait dans une décennie qui était celle de la performativité, qui était celle des valeurs de compétition, avec cette figure du Golden Boy, qui était un peu la figure, on va dire, populaire pop, qui était celle qui était en train d'émerger. Donc, comme disait M. Sadin aussi avec Bernard Tapie, qui chez nous le personnisait. Eh bien, cette première sécession, quelque part, s'est faite par les classes populaires et ensuite, par la numérisation, a infusé le reste, on va dire, du corps social, des générations, parce que c'est un phénomène aussi qui n'est pas un phénomène qui ne touche que les jeunes, c'est un phénomène transgénérationnel. Même si aujourd'hui, dans les nouvelles cohortes, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte en fait qu'ils socialisent de moins en moins en extérieur, c'est quasiment un tiers du temps. Pareil, il y a eu une étude aussi très intéressante où on demandait aux femmes de 50 ans, en fait, si elles jouaient dehors quand elles étaient petites, il y en avait plus de 70% qui jouaient dehors. Aujourd'hui, leur enfant, c'était à peine 20% qui jouaient tous les jours dehors. Donc voilà, on est en fait devenu une sorte de génération indoor. Et pour faire le lien avec le temps, c'est qu'il y a une étude très très intéressante qui a été faite sur plus de 30 000 personnes, en fait, où on leur a demandé, à votre avis, combien de temps vous passez en intérieur dans la journée ? Spontanément, les gens disaient environ 60% du temps, je pense que je le passe en intérieur. La réalité, c'est qu'on passe 90% de notre temps en intérieur. Donc différents intérieurs, évidemment, on ne reste pas tout le temps au même endroit. Mais en fait, on est devenu une génération et une société, finalement, qui est une société de l'intérieur, du repli, qui se traduit de manière physique, mais qui opère aussi au niveau idéologique, au niveau sensible et au niveau politique. Et, in fine, on est de plus en plus, finalement, non plus dans une rencontre avec l'altérité, mais on est de plus en plus, en fait, dans ce que j'appelle, moi, la recherche de communautés miroirs. Qu'est-ce que c'est une communauté miroir ? Une communauté miroir, c'est une communauté, en fait, qui peut être la famille, mais c'est surtout, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, on a commencé à parler des tribus. C'était un sociologue qui s'appelait Michel Maffesoli, qui avait théorisé le temps des tribus. Et c'était en gros, il disait, l'individualisme triomphant, la culture du narcissisme dont parlait Christopher Lasch, tout ça est un peu sujet à caution, parce qu'aujourd'hui, les gens, quelque part, sont dans des affinités électives, ne sont plus évidemment dans le cadre de la famille subie, ça va être la famille choisie, on va se retrouver en fait avec des gens qui partagent un affect commun, qui partagent des pratiques ou des loisirs communs. Et c'était assez vrai en fait ce temps des tribus à ce moment-là, mais on a vu quelque chose s'opérer au début des années 2000, c'est qu'en fait les tribus se sont reconstituées sur quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Donc ça va être à travers la sexualité, à travers le genre, à travers les ethnies, à travers beaucoup plus en fait quelque chose qui est de l'ordre en fait de l'intériorité plutôt qu'en fait une sorte de pratique extérieure qui d'un seul coup nous réunit. Donc c'est ce que j'appelle les communautés miroirs. Donc ça veut dire qu'on attend quoi des autres ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec les autres ? C'est quoi notre relation aux autres dans ce schéma de repli sur soi ? Qu'est-ce que le Covid peut-être aussi a changé dans tout ça ? Alors le lien, ce qu'on cherche en fait, je pense, on cherche en fait de l'identification. Aujourd'hui, une des grandes tendances de l'époque, c'est de trouver de l'identification. Il faut qu'on puisse s'identifier. Et ça, en fait, c'est pour ça que j'ai parlé de l'égocène. En fait, l'égocène n'est pas une réponse positive, c'est une réponse un petit peu, on va dire, négative à cette civilisation du cocon, où, à partir du moment où on a pu, domicilier le monde et devenir quelque part les grands ordonnateurs de nos petits mondes dépeuplés, la rencontre avec l'altérité et l'extérieur, en fait, paraît de plus en plus lointaine, de plus en plus dure et incertaine. Parce que le confort, comme la sécurité, et ça on a pu s'en rendre compte pendant la période du Covid, sont ce qu'on appelle des notions cannibales. C'est plus on en a, plus on en veut. Et le curseur ne fait qu'augmenter. Et il y a quelque chose, en fait, qui est de l'ordre, de quelque chose de cannibale, d'un peu insoluble, en fait, qui ne s'arrête jamais. Donc en fait, ce qu'on recherche dans l'autre et dans cette identification, c'est comme en fait aujourd'hui on a de plus en plus de mal, parce que l'altérité et le monde nous paraît de plus en plus lointain et de plus en plus étranger, on essaye en fait non plus de s'adapter au monde, mais on aime, dans quelque chose d'un peu désespéré, quelque chose de très fantasmatique évidemment, on essaye en fait de pousser le monde pour qu'il s'adapte en fait à nous. On est dans une quête un peu d'un monde sur mesure, et une quête évidemment totalement illusoire. Mais cette identification, elle est assez intéressante parce qu'elle marche beaucoup au niveau politique. Quand on interroge les abstentionnistes, en fait, pourquoi vous ne votez pas pour telle ou telle personne, ils vont souvent dire je me reconnais un petit peu, mais je ne me reconnais pas entièrement dans cette personne-là. Donc en fait, non, je ne vais pas voter. L'identification
s'identification se voit aussi énormément dans les fictions aujourd'hui, où on veut des personnages qui nous ressemblent, où quelque part la fiction n'est plus là pour nous faire découvrir une altérité, nous permettre finalement de découvrir un monde et tout un univers mental qui n'est pas le nôtre, mais on veut qu'il nous conforte plus ou moins dans notre univers mental. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte en fait que les individus aujourd'hui, même dans leur manière en fait d'être très très énervés, d'avoir parfois des affects assez forts en fait par rapport à des histoires où ils vont se dire je ne suis pas représenté. Il faut être représenté, il faut qu'on puisse s'identifier. Donc en fait voilà, c'est cette dialectique-là. Oui, ce que vous dites dans votre ouvrage, notre affirmation de nous-mêmes devient notre dernière petite utopie. Alors ça, il faudrait je vais essayer vraiment de simplifier. Je suis désolé si ça paraît très simplifié ce que je vous dis parce que j'essaie d'aller vite aussi pour rattraper un petit peu tout le temps. On a du temps quand même. Hein. Il ne faut pas que dans des assises, un colloque sur le temps, on soit tout le temps en train de courir après le temps. Je pense qu'il faut aussi prendre son temps. C'est vrai, ça serait un peu paradoxal, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez me reposer précisément? En fait, ça rejoint ce que vous avez dit là, et ça rejoint aussi Éric Sadin qui disait notre affirmation de nous-mêmes, c'est-à-dire la quête de soi, le développement personnel, d'être performant à tout point de vue, etc. Ça devient notre dernière petite utopie, et c'est ce qu'on va chercher aussi dans les réseaux et autres. C'est ce que j'ai appelé, en fait, je pense qu'on est passé de la démocratie à l'intimocratie, des grands récits du collectif aux petits récits du quotidien et aux petits récits en fait d'une vie privée bonne. Et c'est pas en fait quelque chose qui est de l'ordre en fait d'un seul coup l'individu se sentirait surpuissant. Je pense qu'en fait c'est plutôt une réponse au sentiment de fatigue d'être soi, un sentiment de faiblesse des individus et surtout en fait de rupture avec ces deux promesses de la modernité qui étaient celle de pouvoir finalement s'inventer soi-même, s'arracher aux communautés, s'arracher à son territoire, s'arracher à sa lignée familiale pour pouvoir s'inventer au niveau familial, au niveau politique, au niveau professionnel. Et cette seconde promesse de la modernité qui était en fait le mythe du progrès, c'est que demain sera mieux et quelque part on tend de plus en plus vers le mieux et ceux qui disent c'était mieux avant sont forcément des conservateurs. Je pense qu'aujourd'hui cette antienne elle devient quasiment quelque chose de plus en plus partagé, donc les gens le ressentent. Et pourquoi est-ce que je dis donc que l'individu, la quête de soi SOI, mais la quête de soi SOIE aussi, devient la dernière petite utopie, c'est que dans un espace où les champs de valorisation narcissique, qui était le domaine professionnel, qui est de plus en plus incertain, qui était le domaine affectif, qui lui aussi est de plus en plus incertain, avec quelque part des domaines où on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de règles et dans lesquels il faut tout le temps avoir comme seule boussole d'incertitude, eh bien c'est la quête en fait de son bien-être, c'est la quête de ce qu'on croit être notre intériorité, c'est la quête de ce qu'on croit être aussi notre identité, qui va devenir finalement un des derniers champs où on va pouvoir quelque part avoir un champ de restauration narcissique, mais qui passe de plus en plus, et c'est ça un des grands problèmes de notre époque, parce qu'en plus on est dans un passage historique où probablement tout ça va être remis en cause, c'est que c'est beaucoup passé par le champ de la consommation en fait, et c'est bien pour ça qu'on a eu de manière concomitante un peu de grands thèmes politiques que sont l'identité et le pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat devient à un moment donné aussi synonyme de pouvoir d'être soi. Parce qu'il y a quelque chose qui est très révélateur, dont Raphaël Lorca parle là, dans son dernier ouvrage qui s'appelle Le roman national des marques. C'est comment dans cet espace vide du politique, où le politique est de moins en moins créateur de discours utopiques, de discours collectivistes, en fait, les marques et le marketing sont venus un petit peu occuper cet espace-là, sont venus parler au collectif, mais aussi sont venus parler de plus en plus à l'individu, et sont aujourd'hui de plus en plus, il faut les observer, hein, ça va être des slogans comme « c'est moi qui commande » pour un service de livraison, ça va être un service de location de voiture qui nous invite à recharger notre ego, c'est une montre connectée qui dit « je suis la montre qui vous connaît le mieux », c'est que d'un seul coup, en fait, les discours de miroir et les discours de valorisation ne sont plus tenus par le domaine professionnel, ne sont plus tenus par le politique, donc il y a tout un vide dans lequel s'est engouffré le consumérisme et le marketing, où en fait il devient un des derniers producteurs de discours narcissiques, mais évidemment avec quelque chose qui est très fallacieux et qui surtout en fait dans un air du temps où la consommation est identitaire et existentielle, génère beaucoup de ce qu'on appelle la frustration consommatoire. Et il y a des études très intéressantes qui ont été faites par l'IFOP, et aujourd'hui on se rend compte que quand quelqu'un ne peut pas accéder à un bien ou un service, alors évidemment, il y a le sentiment de frustration qui est souvent évoqué, à 60%, mais aussi de plus en plus le sentiment d'injustice, parce qu'on a l'impression qu'en plus, on a été déclassé de ce dernier petit monde enchanté à l'heure du désenchantement du politique, du professionnel et d'un futur commun. Alors,
on voit là-dedans cette perspective historique que vous décrivez. On se demande un peu quel peut être le destin commun, qu'est-ce qui va rester de nos relations avec les autres. Alors là, on va faire un petit effet loupe, justement. On va voir ce qui se passe à la métropole aidante. Merci Hélène Duval. Alors Hélène, Noémie, l'inverse. Hélène, Noémie, hein, j'y suis. Alors qu'est-ce que c'est la métropole aidante? Parce que c'est un dispositif assez inédit. Bonjour à tous. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous sommes toutes les deux chargés d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation des proches aidants à la métropole aidante. Donc il y a eu un rapide rappel de la définition des aidants, mais je vais me permettre de le refaire pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Donc un aidant, c'est une personne non professionnelle qui accompagne régulièrement un proche de son entourage, qui n'est pas forcément de la famille, hein, ça peut être un ami ou un voisin, qui va être fragilisé par l'âge, par le handicap ou bien par la maladie. Et donc c'est une personne qui aura besoin d'aide, soit dans les actes de la vie courante, sur les tâches ménagères. Ça va être une personne qui va avoir besoin de soutien psychologique. Ça va être, et donc son proche aidant qui s'occupe de lui. Donc on parle souvent plutôt de proche aidant que simplement d'aidant, tout simplement parce qu'on est un proche avant d'être un aidant. Et donc son proche va l'assister sur les actes de la vie quotidienne, va lui apporter une aide régulière. Ça peut être aussi un état de vigilance permanente, une inquiétude quasiment permanente vis-à-vis de son proche. Et donc, des proches aidants, pour vous donner un chiffre, donc, il y a eu le chiffre de 15 millions en France. Juste sur la métropole de Lyon, on compte 165 000 aidants sur la métropole. Donc c'est quelque chose qui concerne directement ou indirectement tout le monde. Et en fait, notre association Métropole Aidante est née de ce constat. Le constat qui est il y a 165 000 aidants à la métropole de Lyon. En parallèle, on a beaucoup d'offres de répit et de solutions pour les aidants. Mais ces solutions, elles ne sont pas forcément connues ni par les aidants, ni par les professionnels. Et donc, c'est des solutions qui ne vont pas être sollicitées. Et donc, notre association est vraiment née de ce constat. Qu'il fallait aider absolument tous les aidants de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que nous, on reçoit les aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, de personnes malades, de manière inconditionnelle, afin vraiment de faire le point sur leur situation et pouvoir les accompagner. Parce que quand on est aidant, on a besoin d'aide, mais Hélène il reviendra dessus. Et donc en fait la spécificité de Métropole Aidante, c'est ce côté accueil sans étiquette des aidants et ce recensement de l'offre de répit qu'on a fait sur toute la métropole de Lyon. Et ce recensement, il a aussi pu être possible par la création d'un collectif de 180 professionnels, structures ou personnes en libéral qui aujourd'hui œuvrent pour le répit des aidants sur la métropole de Lyon et donc qui font partie du collectif Métropole Aidante. Donc vous orientez les aidants vers les bonnes solutions de répit pour eux, c'est ça? C'est exactement ça. On les reçoit, on fait le point sur la situation et ensuite on va orienter vers les bonnes solutions de répit adaptées à leur situation. Alors, on a beaucoup parlé de repli sur soi. Est-ce que les gens qui viennent à vous, hein, parce qu'on va chez vous, hein, c'est presque comme une maison, hein, l'association La Métropole Aidante, on vient vous voir, ils sont pas dans le repli, ils ont pas la possibilité de se replier sur eux-mêmes. C'est quoi le repli pour eux? Déjà, je reviens à l'exemple, c'est l'exemple de Métropole Aidante, c'est vraiment un lieu, vous allez voir sur le site internet pour ceux que ça intéresse, c'est un lieu qui est atypique, qui est chaleureux, qui a été pensé par un architecte d'intérieur. Et vraiment, quand ils arrivent, ils franchissent la porte, ils se sentent comme à la maison. C'est important de le souligner, parce que vous avez donné effectivement, les personnes allaient voir des photos, ou en tout cas des reportages qui ont été faits sur le lieu. C'est vraiment unique en France et c'est coloré, ça passe les codes de l'administration existante et les codes des hôpitaux. Donc ça, c'est important de le souligner. Je reviens sur le repli sur soi. Effectivement, nous, nos proches aidants qu'on reçoit, se replient sur soi, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est un non-choix. Parce que l'isolement qu'ils ont, le repli, c'est dû à leur problématique, au fait d'accompagner un proche, la relation d'aide qu'ils ont avec leur proche aidé. Nous, ce qu'on appelle la diade aidant-aidé, c'est vraiment ce couple, ce binôme qui existe, et finalement va créer un impact sur eux
aussi bien psychique au niveau psychologique. Et le repli sur soi, c'est une des conséquences de ce que vit l'aidant au quotidien, qui peut aboutir avec d'autres pathologies ou d'autres symptômes vers l'épuisement. Donc vraiment, les aidants qui s'occupent de leurs proches, c'est un temps plein, c'est un métier à temps plein. On n'y va pas après de vraiment la conciliation avec la vie professionnelle, mais c'est un temps plein au quotidien et ça dure dans le temps. C'est un petit peu un marathon. Moi, j'assimile ça quand un proche aidant, c'est un marathon, mais on ne sait pas combien de temps il va durer, jusqu'à quand ça va finir, il n'y a pas de date de fin. Donc c'est toujours comment pouvoir prendre du temps pour soi dans ce marathon quotidien. Et c'est vraiment d'avoir ces moments de répit. Pour moi, ce répit, c'est vraiment pouvoir boire quand on court, pouvoir manger pour pouvoir tenir dans la durée. Donc là, c'est important de le souligner. Et vraiment, nous, on reçoit des personnes à qui il faut apprendre ou réapprendre à prendre du temps pour soi sans culpabiliser. Parce que souvent, ils culpabilisent de dire mais finalement, si je m'octroie du temps pour moi, c'est que je délaisse mon proche. Pas du tout. Donc c'est tout ce travail au quotidien qu'on fait avec les proches aidants pour qu'ils s'autorisent à prendre du temps pour pouvoir vraiment accompagner au mieux le proche. Et ce n'est pas la quantité de présence au quotidien qui compte, c'est aussi la qualité et le prendre soin de soi. C'est important que le proche aidant prenne soin de soi. Et cette notion de temps, ça prend du temps. Et pour le coup, ils sont très demandeurs de solutions qui les ouvrent vers l'extérieur. C'est ce qu'ils recherchent. Exactement. Comment vous leur redonnez du temps justement à ces aidants? Donc c'est Noémie. Pour pouvoir redonner effectivement du temps. Et bien avant tout, il y a ce collectif qui a dû naître et il y a tout ce temps de création du collectif parce que pour pouvoir redonner du temps aux aidants, il faut un véritable maillage territorial, une véritable connaissance entre tous les professionnels, que tous les professionnels soient sensibilisés à la question des aidants, que tout le monde puisse les identifier et puis au mieux les accompagner. Et je ne parle pas que des professionnels du social ou de médico-social parce qu'on peut tous être confrontés à un proche aidant dans son milieu personnel ou dans le professionnel. Et au plus on sera tous sensibilisés à cette question, au mieux on pourra tous aussi les accompagner. Et donc Métropole Aidante a vraiment pris ce temps de construire ce collectif. Donc aujourd'hui, je vous le disais, on est plus de 180 acteurs qui œuvrent donc, pour le répit des aidants. Donc c'est 180 acteurs qui vont proposer des solutions concrètes de répit, donc de moments de pause, de soutien directement pour les proches aidants qu'on accompagne. Alors vous accompagnez aussi l'aidant dans tout le temps de cheminement qu'il a à faire en fait. Hein. Exactement. Et ce cheminement, moi j'ai tendance un petit peu à le comparer à un véritable parcours. En fait, le proche aidant, à partir de l'annonce du diagnostic de son proche qui l'accompagne, il rentre dans un parcours de l'aidance. Mais déjà, il faut savoir que se reconnaître comme aidant, c'est compliqué. Ça prend du temps parce qu'avant tout, on est conjoint d'eux, maman, enfant, mais on n'est pas aidant. Et donc déjà, il faut qu'il y ait un travail de reconnaissance et de se dire « Ok, mon proche est malade, mon proche a besoin de moi, je reste son proche, mais aujourd'hui, je suis aussi son aidant. » Et ça n'entache pas sa relation. Je reste toujours l'enfant de mon parent ou je reste toujours la mère de mon enfant, mais je suis aussi son aidant. Et ce cheminement, il peut prendre du temps. Et une des choses qu'il faut absolument avoir en tête, c'est qu'il faut respecter le temps de l'aidant. Et il faut absolument aller à son rythme. L'aidant, il va rester acteur de son propre accompagnement. Nous, on va essayer de le guider, de l'orienter, de l'informer, de le soutenir comme on peut, mais c'est lui qui reste acteur de ses décisions. Et donc, nous, il faut vraiment qu'on aille à son rythme et respecter vraiment ce rythme. Et effectivement, ce temps peut être raccourci ou facilité ensuite par des tierces personnes, des professionnels et toutes les solutions de répit dont il va pouvoir se saisir. Alors, il y a un enjeu très fort, c'est la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Il y a beaucoup d'aidants qui ont des activités professionnelles aussi. Et puis, évidemment, le rôle de proche aidant. Vous les aidez là aussi sur cette conciliation temps professionnel? Bien sûr, et ça, c'est une demande qui est récurrente. Il faut savoir qu'on a à peu près 50% des proches aidants qui sont salariés. Donc c'est ce qui est considérable. On a beaucoup d'autres aidants qui vont soit être retraités, soit qui auront arrêté de travailler parce qu'ils auront le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement. Parce qu'il faut imaginer, alors je sais que j'utilise beaucoup d'images, mais en même temps ça permet d'imager justement ça, c'est qu'un aidant c'est comme un couteau suisse. Il a plein de missions à faire en même temps.
Et il va avoir, en une journée de 24 heures, différents rôles à tenir. Donc il va avoir son rôle d'aidant. Donc on pourrait par exemple donner l'exemple de... il doit aller chez ses parents pour aider son père à se lever, à se préparer. Donc ça lui prend du temps, ça l'oblige déjà à se lever plus tôt. C'est aussi du souci parce que ensuite il va partir travailler, mais pendant toute sa journée de travail, il va aussi penser à ses parents et il ne va pas être pleinement disponible dans ses temps professionnels. Mais il va quand même travailler, il sera présent et en général, c'est des personnes qui sont d'autant plus consciencieuses dans leur milieu du travail et qui veulent absolument bien faire. Mais cet aidant, il va aussi avoir son rôle en tant que couple, peut-être, mais aussi en tant que parent, dans son rôle dans sa famille. Et cette conciliation du temps, malheureusement en général, va faire qu'il va s'effacer. Il va effacer sa propre personne pour donner plus de temps à son proche qu'il doit accompagner, pour donner plus de temps à sa famille et des temps pour lui. Il va vraiment les effacer. Et nous, une de nos priorités, je répète vraiment ce qu'a dit Hélène, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on doit retenir, c'est de leur redonner du temps, de leur redonner ces bulles de répit et vraiment de travailler sur cette culpabilité. Voilà, ils ont le droit de s'autoriser à avoir des temps pour eux-mêmes. Parce que quand on va bien et quand on s'autorise du temps pour soi, on accompagne mieux aussi. Mais merci pour votre mission. Vincent Coquebert, alors, ils ont de la place dans vos études, ces proches aidants. Où vous les situez, Tout à fait. En fait, je pense que là où ça fait écho, c'est quand aussi pour ça que je parlais de quelque part de repli, mais pas forcément au sens négatif, mais en tout cas de réinjection de l'importance des affects. En fait, la famille aujourd'hui n'a jamais été aussi importante. En fait, quand on regarde même les études, les valeurs familiales sont extrêmement fortes. Nos proches, en fait, sont vraiment la prunelle de nos yeux, et peut-être parfois au détriment des autres, mais au détriment des autres, au détriment, on va dire, de la vie collective. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on observe en parallèle une augmentation aussi de la solitude, une augmentation une baisse. On n'a jamais eu si peu d'amis, et on a aussi observé, et évidemment c'est pas la majorité, mais on observe en fait depuis maintenant une quarantaine d'années une sorte de mouvement un peu de délégation. Et je pense que le scandale par exemple des EHPAD aussi montrait qu'il y avait aussi cette pulsion de délégation d'une charge mentale, d'une charge émotionnelle, qui n'arrive plus à s'articuler, ou du moins qu'on préfère laisser gérer à d'autres. Donc c'est une dialectique, oui, entre les aidants qui à un moment donné vont eux, on va dire, donner toute une partie de leur vie et de leur temps et de leur espace psychique pour aider un proche, et cette autre pulsion qui est celle en fait d'essayer de déléguer en fait pour pouvoir à un moment donné rester, ne pas être entravé par ces obligations. Alors quand on voit un proche aidant, on pense souvent soit à une mère qui a un enfant handicapé, ou on pense à un conjoint qui s'occupe de son conjoint qui a une maladie dégénérative ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ça, ou dans les proches aidants, est-ce qu'il y a tous les âges ? Il y a tous les âges. Alors effectivement, les proches aidants s'occupent essentiellement dans les 3/4, et c'est le constat qu'on fait à Métropole Aidante, mais aussi au niveau national. C'est souvent des proches aidants qui s'occupent d'un parent ou d'une personne qui est âgée, mais pas que. Nous, on a tous les profils. On a aussi des proches aidants qui vont être des voisins, des amis, et ça c'est très vrai pour les personnes qui sont malades psychiques ou qui souffrent d'addiction. On en voit régulièrement et qui sont quand même concernés par cette question-là et qui aident ce proche. Donc on va dire que globalement, c'est plus des aidants de personnes âgées, mais on a vraiment tout un panel et on a beaucoup de proches. Et vous avez beaucoup de jeunes qui viennent en service civique. Donc ces jeunes qui sont normalement la génération, en tout cas numérique, repli sur soi, etc., ils viennent chercher, je sais pas, un sens collectif, j'imagine, chez vous. C'est ça, les services civiques, on peut les connaître, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans qui s'engagent dans quelque chose. Nous, on les a sur la métropole de Lyon, c'est Unicité. Et en fait, ils se mobilisent vraiment sur des défis sociaux ou environnementaux. Nous, les nôtres, vraiment, vont s'engager à aller chez les proches aidants en binôme 2 fois par semaine pour que le proche aidant puisse s'absenter, avoir du temps pour lui, quelques heures par semaine. C'est gratuit et vraiment, c'est quelque chose qui va permettre de recréer du lien social entre la personne aidée
et aussi les jeunes, mais aussi aux proches aidants de pouvoir avoir du temps pour lui, effectivement. Ouais. Et j'insiste beaucoup parce que vraiment, ils soutiennent une cause. C'est vraiment un projet collectif pour ces jeunes. Et c'est vrai que ça dénote avec certains jeunes, mais de toute façon, il y a toujours des exceptions à la règle. Et nous, les nôtres, nous sommes dans le social, médico-social, donc c'est ceux qu'on voit au quotidien, mais il y a aussi tous les autres qu'on aborde depuis ce matin. Donc, est-ce qu'on peut espérer, dans ce que vous observez, est-ce qu'on peut espérer ces niches, ces archipels d'envie justement de sens collectif ? Je pense en fait qu'il y a une envie de sens collectif, mais si on parle aussi tout le temps et si des termes reviennent tout le temps de collectif, de communauté, de communautaire, c'est aussi parce que c'est quelque chose qu'on ne vit pas vraiment. Il y a une étude en fait, je suis désolé, je convoque beaucoup d'études, mais c'est aussi parce que parfois elle nous donne des enseignements. Une étude Ipsos qui a été faite sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais surtout dans plein de pays différents, pour leur demander, en fait, c'est l'observatoire aussi qui était en lien avec l'observatoire des perspectives utopiques, savoir en fait comment ils constataient tous en fait ce délitement du lien social, et quand on leur demandait en fait finalement d'inventer un petit peu le monde de demain, ils étaient invités à s'appuyer sur des mondes de fiction. Et en fait, il y en a beaucoup, et à travers différents pays, qui ont cité le Wakanda. Qu'est-ce que c'est le Wakanda ? C'est un royaume fictif dans un film qui s'appelle Black Panther, mais en tout cas, où c'était une petite bulle où les gens sont très homogènes, où ils ont énormément de technologie, où ils ne doivent pas être en dialectique avec l'extérieur. Et en fait, ils constataient tous, et ils le disaient, dans une ère où, quelque part, les modèles de vie s'individualisent et s'individualisent de plus en plus, malgré tout, eh bien, on ne pouvait pas refaire du commun si on était trop nombreux, trop différents ou trop inégaux. Donc, je pense qu'il y a peut-être, plus au niveau individuel, je pense qu'il y a l'envie de recréer des petites communautés, et qu'en l'absence de discours politique qui aille vers un discours qui soit à la fois dans un discours de progrès, dans un discours qui tend vers l'optimisme, et dans un discours où chacun va pouvoir jouer un rôle et chacun pouvoir tenir une place, eh bien, il y a quelque chose en fait qui est de l'ordre de la frustration et de quelque chose qui va être ensuite une force de repli défensif, parce qu'encore une fois, quand je parle de repli, moi c'est pas parce que les gens sont devenus foncièrement égoïstes ou sont devenus foncièrement à ne plus supporter l'altérité, c'est parce qu'en fait on ne nous donne plus les clés, on ne nous donne plus aussi les moyens pour avoir envie de recréer du collectif et avoir envie en fait de lier avec l'altérité et de comprendre qu'en fait c'est à travers la rencontre avec l'autre et avec la déstabilisation et la prise de risque que ça implique qu'on va réussir en fait à mener des vies satisfaisantes et à faire des choses en commun. C'est ce qu'on verra cet après-midi. Beaucoup d'exemples justement autour de ces collectifs citoyens.